Donc, je suis Cyril Poy de la société Les Citizens, qui est une agence spécialisée dans le logement et en particulier la demande en matière de logement. Et nous avons accompagné le CAUE de Charente-Maritime dans la conception de cet événement et coproduit les résultats de l'enquête et on a traité les métriques de cette étude réalisée auprès des maires de Charente-Maritime. L'idée, c'était d'essayer d'objectiver et de qualifier le mieux possible comment le logement se présentait en matière d'enjeux pour les différents élus et essayer de dégager des pistes pour trouver des solutions. Vous allez voir les chiffres que je vais vous présenter assez rapidement, mais on devrait retrouver l'étude sur le site du CAUE très très rapidement. Il en ressort bien sûr des différences dues à la taille des communes et aussi à leur position géographique, hein. Mais il y a quand même quelque chose qui est commun à tous les élus qui ont été interrogés et qui ont répondu, c'est que on a de gros problèmes en matière de logement. Alors, je vais revenir à la première slide. Voilà, je veux juste... ça partage là? Voilà, super. Peut-être quelques mots tout d'abord sur l'échantillon de l'étude. On parle de quoi, hein? En Charente-Maritime, il y a 463 communes. 107 ont répondu. Vous avez également un écran là, si vous voulez, Madame Rabel, pour éviter de vous tordre le cou. Donc 463 communes, 107 répondantes, ça fait à peu près 26% des communes. Donc 26%, on se dit, c'est pas beaucoup, c'est déjà quand même pas mal, hein. Et surtout qu'elles représentent, ces 26% de communes, 46% de la population. Donc les communes représentées, là, couvrent quand même la moitié de la population du département, avec une représentation... là, c'est la part des communes qui ont répondu par intercommunalité. Donc, l'île de Ré, vous voyez, 70% de communes répondantes dans l'interco. Bon, il y a 10 communes, il y a 7 communes qui ont répondu. Voilà. Donc, en fonction du nombre de communes, c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais on a quand même, on a quand même des écarts. Mais aussi, Rochefort-Océan, on est à 48%, on est bien, hein, bonne moyenne. Voilà. L'île d'Oléron, 2 sur 17. Alors là, l'île d'Oléron, là, je ne sais pas, voilà. Là, quand on refera peut-être l'étude, ça serait bien d'essayer de pousser un petit peu et de nous donner quelques réponses. Voilà. Mais l'essentiel, c'est quand même qu'on ait pas mal de répondants. Donc là, c'était la part des habitants aussi concernés, hein, par... on couvre avec Rochefort-Océan 66% de la population. Hein, c'est bien. Gémozac et Saintonge viticole, 50% de la population. Bon voilà, je ne vais pas vous assommer avec tous ces chiffres. Tout ça pour vous dire qu'on a quand même une belle représentativité des communes du département. La part des communes ayant répondu par nombre d'habitants, les grandes communes ont répondu, entre 10 000 et 30 000, il y en a 3, il y en a 2 sur 3. Voilà, 40% des communes entre 5 000 et 10 000 habitants, 40% des communes entre 1 000 et 5 000. Après, ça baisse pas mal, entre 500 et 1000, 23%, et moins de 500 habitants, 10%. Bon, là, on sait qu'il n'y a pas non plus beaucoup de personnel dans la commune. Le maire est parfois ou la maire est parfois tout seul ou toute seule pour faire de multiples choses. Donc, on comprend tout à fait ce type de chiffre. Là, c'est le chiffre un petit peu assez important, qui est quand même le chiffre choc de cette étude. Quand on demande de qualifier avec un chiffre de 1 à 10, que représente le logement en termes d'enjeu, est-ce que c'est un enjeu qui est nul ou quasi nul, ou au contraire fort ou très fort, on voit que 91% des communes, quelle que soit la taille de leur commune, quel que soit leur nombre d'habitants, avec des différences, hein, vous le voyez, hein, c'est classé ici par taille de commune, par type de commune, mais au total, ça fait 91% qui estiment que le logement est un enjeu fort à très fort. Fort à très fort, ça correspond aux réponses 7, 8, 9, 10. Voilà, donc c'est quand même très significatif. Cet enjeu, il se caractérise de différentes manières. Le constat, ce qui vient en premier, hein, le constat général d'une inadéquation de l'offre par rapport à la demande, quel que soit le type de produit, comme on dit, c'est-à-dire de l'accession pour des secondo-accédants ou pour des primo-accédants, du locatif social, du locatif abordable, de l'accession sociale également, enfin voilà. Tous les types de produits là sont diversement
représentés. On verra tout à l'heure qu'il y a quand même certaines choses qui sont mises en avant. Tout à l'heure, c'est même maintenant. Un fort besoin en logement locatif qui apparaît. Hein. Donc, ce que vous voyez, les pourcentages, ils ont été calculés sur le nombre d'occurrences de toutes ces réponses. Hein. Donc, le fort besoin en logement locatif pèse pour 15% et ou abordable, bien sûr, 9%. Ce qui est apparu, ce qui est assez fort, hein, parce que on a vu que il y avait des communes avec entre moins de 5000 habitants quand même qui avaient pas mal répondu, c'est le souci de maintenir les services et les écoles. Hein. On le sait, quand il y a moins d'habitants, les écoles ferment, et donc du coup, certains services ferment, la commune vieillit, et cet enjeu du logement, il est analysé non pas tant parce qu'il faudrait produire du logement, parce qu'il y a une demande, mais parce que derrière, ça veut dire que l'école va fermer. Et si l'école ferme, ça veut dire que c'est une catastrophe. Hein. Certains l'ont écrit même comme ça, ce serait catastrophique pour notre commune que les écoles ferment. Bien sûr, le manque de foncier constructible et ou accessible. Alors, accessible parce qu'on peut ou pas construire. Hein. Est-ce qu'on peut là? Alors, certains maires ont dit, ah oui, on demande de construire des logements, mais en même temps, on m'interdit de transformer du foncier en foncier constructible. Donc, j'ai parfois ou alors, on me demande de faire du logement social, mais on ne me donne pas des agréments au niveau du département. Donc, comment je fais pour faire à la fois du social, plus payer les surtaxes SRU et si on ne me donne pas d'agrément pour faire du logement social. Voilà, il y a tout un tas de raisons, on a essayé de les résumer. Des réhabilitations aussi qui sont nécessaires, notamment pour réduire l'habitat indigne. On verra dans les projets qui vont être présentés tout à l'heure qu'on a tenu aussi à montrer ce type de choses parce qu'il y a des façons de faire et de financer ce type de projet. Voilà. Et ensuite, quand on va un petit peu plus loin, on dit ok, vous avez qualifié l'enjeu du logement. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez pour faire face à ces enjeux? Comment, finalement, aujourd'hui, quels sont les freins à votre action? Qu'est-ce qui vous empêche, finalement, de relever cet enjeu dans votre commune? Et c'est là que le foncier revient en premier niveau, hein, parce qu'il est difficile, surtout s'il n'y a pas eu de politique de maîtrise foncière. Voilà, ce sont des choses qui se programment sur plusieurs années, voire dizaines d'années. Il est cher, parfois il est compliqué. Il est là, mais il va falloir peut-être le dépolluer, ou il va falloir prendre du temps. Voilà, ce sont des choses qui bloquent un petit peu. Il y a des complexités, différents types de complexités. Elles sont techniques, financières, elles sont liées au montage ou à la gestion de projet. C'est vrai que c'est parfois extrêmement angoissant et ça peut paraître colossal de se dire ok, j'ai besoin de logement, là il me faut du social, mais ça serait bien quand même que je fasse un petit peu aussi du logement social, mais pour les primo-accédants, j'ai vu qu'il y avait un truc qui s'appelait le BRS, on m'a dit que c'était bien, je ne connais pas trop, mais comment je fais ça? Moi je ne sais pas, quels sont les opérateurs? C'est vrai que les élus, quand on n'est pas vraiment là-dedans, enfin le logement, c'est moi ça fait 20 ans que je travaille dans le logement, je découvre encore des choses, donc c'est vrai qu'un maire qui a à gérer 1001 problématiques, s'il n'a pas une grosse équipe derrière, se confronter à la problématique du logement, mettre en place des dossiers, savoir à qui aller demander. Bon, maintenant, il sait qu'il faut aller demander au CAUE, que c'est un très bon conseil, ou à la collectivité de communes, voilà, à son échelon à l'interco. Mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué et ça pèse entre le foncier et les difficultés liées au foncier et la complexité pour près de 60% quand même des freins, des difficultés en matière de logement. Et puis il y a le coût, le coût des matériaux, le coût du foncier, enfin voilà, on revient sur des problématiques. Et ensuite, en fait après, c'est difficulté à être suffisamment accompagné. Quand on sait qui aller voir, c'est pas très compliqué, 4% des réponses. Difficulté à faire accepter le projet à la population. Moi, personnellement, j'aurais cru, vous parliez des recours tout à l'heure, monsieur le maire, c'est pas cité autant que ça, mais peut-être que ça concerne aussi peut-être davantage les grandes villes plutôt que les plus petites communes. Je n'ai pas de difficulté particulière, on est ravis de l'apprendre, 3%, c'est super. Il y a des communes où il n'y a pas de problème de logement. Et enfin, la loi littorale, qui est évoquée sur différentes raisons, est évoquée par 1% des réponses. On a dit que 91% des communes trouvaient que le logement était un enjeu fort à très fort. La question qu'on leur a posée ensuite, est-ce que vous pensez que chez vous, il y a une crise du logement dans votre commune? Alors là, 71% répondent oui,
quel que soit, vous le voyez, hein, le nombre d'habitants. Bien sûr, cette crise, elle est moins perçue sur les communes, les communes de moins 500 habitants. Il y a peut-être moins forte pression, mais en gros, hormis les communes de plus de 10 000 habitants où on sait qu'il y a de l'emploi, donc il y a de la demande, donc là il y a une vraie pression, finalement tout le monde est à peu près au même niveau. Hein. Cette crise du logement, elle concerne tout le monde et elle se caractérise, elle aussi. Alors, on retrouve bien sûr les mêmes choses, mais pas rangées dans le même ordre, hein, parce que c'était pas la même question, hein, enjeu et crise. La question... la vraie crise du logement, en fait, ce qui apparaît vraiment très très fortement, c'est le manque de logements locatifs. De tout type. Pardon? C'est pas ça? Ah oui. Pourquoi je l'avais là? Moi, je l'avais ici. Ok. Le manque de logements, locatifs, 32%, un tiers des réponses. Tout type de logement locatif. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin de logements locatifs. Bien entendu, on retrouve derrière le constat d'inadéquation générale de l'offre à la demande, là sur différents types de produits. Le manque de foncier constructible, vous voyez, là ça descend à 13%. La crise, en fait, c'est aussi ce que ressentent les maires, hein, quand ils reçoivent les gens qui cherchent un logement. Voilà, on parle plus de demande finalement dans cette slide-là. Un prix des logements qui est globalement élevé, quel que soit le type de logement. Le manque de logements locatifs sociaux, ça c'est y compris dans des communes avec peu d'habitants. Il ne faut pas croire que le logement social, ça doit être réservé uniquement dans les grandes villes. Hein. Il y a l'étude, on souhaitait vous la montrer là, mais ça a repris trop de temps, mais l'étude qui a été réalisée par IDEA, l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement, qui montre bien, à partir d'une exploitation très originale des données de Le Bon Coin, qu'il y a une demande, y compris dans les territoires qu'on appelle la ruralité, et notamment des besoins de logements abordables, des besoins de logements sociaux. Il y a des départements comme le Pays Basque qui ont essayé d'avoir une action commune et qui se sont mis en mesure aussi d'aller ausculter cette demande et ils construisent des logements sociaux dans des villages de 300-400 personnes et ça part tout de suite. Donc il y a aussi cette demande-là de logements abordables dans les petites communes. Il ne faut pas croire que le logement abordable c'est réservé, et le logement social c'est réservé qu'à une demande, on va dire, métropolitaine ou de grande ville. Et enfin, forte présence de résidences secondaires. Bon, là, on ne vous apprend rien. Madame Rabel l'évoquait tout à l'heure, évidemment, c'est localisé. Mais c'est vrai que là, il n'y a plus d'offres, tout bêtement, pour certains. Voilà, donc il y a des outils maintenant qui sont à la disposition des maires. Encore faut-il aussi qu'ils veuillent bien s'en emparer. Il y a des actions qui ont été faites aussi dans des communes littorales. Maintenant, il y a quand même la possibilité d'agir pour résoudre ce type de choses. Très rapidement, est-ce que vous avez les ressources en interne ou au niveau de votre communauté de communes? Les ressources, non, je ne les ai pas en interne, un peu plus de la moitié, 54%. Oui, je les ai 15%. Je les ai au niveau de toute l'interco. Et ce qui est intéressant également, c'est quel type d'accompagnement vous avez eu. Là, les communes qui ont été accompagnées, non, d'abord 56 des communes affirment ne jamais avoir été accompagnées, mais pour les 44% qui l'ont été, on voit que ce sont essentiellement sur des opérations d'amélioration de l'habitat, des OPA et des OPA-RU, hein, qui pèsent pour 38% de cet accompagnement. Viennent ensuite les programmes nationaux avec 28%. Ville et villages d'avenir, petite ville de demain, Action Cœur de Ville, ce sont des programmes assez récents hein, finalement hein, dans l'histoire des politiques de la ville. Hein. Ils ont une dizaine d'années. Et ensuite les documents stratégiques, les documents d'urbain, voilà, des choses beaucoup plus classiques. Enfin, votre relation avec le CAUE, enfin, la relation des élus des communes avec le CAUE. Est-ce que vous avez déjà sollicité le CAUE? Oui, 64%, non 36%. Les 36%, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Est-ce que le CAUE peut être un partenaire? Oui, pour 83%, donc il reste encore 17% de personnes à convaincre. Et enfin, très rapidement, pourquoi vous êtes finalement, qu'est-ce que vous attendez de ce moment? Alors ce moment qui commence aujourd'hui, mais qui va se dérouler pendant 2 ans. Voilà. L'idée, c'est de rencontrer et d'écouter des spécialistes, d'échanger avec mes pairs sur nos problématiques communes. Hein, ça pèse toutes les 50%, hein, rencontrer des experts,
échanger, hein, parce que j'ai pas forcément dans ma vie de tous les jours l'opportunité de pouvoir échanger, ou j'ai pas le temps, et m'informer sur les projets qui sont intéressants, exemplaires du département, ou hors du département, et enfin mieux faire comprendre mes besoins et mieux comprendre le rôle du CAUE. Bon, voilà, vous pourrez en discuter avec les équipes du CAUE tout à l'heure. Avant de passer la parole à l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, peut-être si vous voulez réagir à la tribune, monsieur le sous-préfet, ou dans la salle, il y a un micro HF, voilà. Si quelqu'un veut réagir, compléter, voilà, il suffit de lever la main, monsieur le sous-préfet, je vous en prie. Moi, je voulais vous remercier de cette étude que je découvre et qui est très très intéressante. Alors, effectivement, on peut s'interroger, est-ce que 25% c'est bien, c'est pas bien? Moi, des fois, il y a des enquêtes d'opinion où on répond à 10%. Alors, 25% de réponses. De répondants, oui. Voilà. Ça couvre la moitié de la population. Voilà, donc c'est très bien. C'est plutôt, il faut plutôt... moi, j'ai toujours tendance à voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc effectivement, on voit la problématique du logement. Alors le logement, il est quand même très diversifié. Et moi, je voudrais réagir sur ce que vous dites sur les demandes de logements sociaux dans les zones rurales. Le logement social, c'est différents types de logements. Ça peut être du logement pour des gens qui travaillent et qui ont une voiture. Donc là, dans les zones rurales, pourquoi pas? Mais le logement social ou aidé, parce que le logement social, ça fait peur, hein, quand vous dites... moi, j'ai parlé des recours, on sait très bien qu'il y a des gens qui ne veulent pas de logement aidé, donc ils font des recours. Il y a des associations, une association qui est très connue, je ne la citerai pas, hein, sur Saint-Palais, qui a comme exercice d'essayer de dézinguer tous les projets. Moi, c'est le constat qui est fait. Donc, pour certaines personnes, parce que moi, en tant que sous-préfet, je préside les commissions de prévention des expulsions locatives. Donc, on essaye, pour les gens qui ont des difficultés à payer leur loyer, ou qui ne veulent pas, parce que des fois, il y a des gens malhonnêtes aussi, hein, on essaye, au lieu de les expulser, de les reloger. Comment vous allez reloger quelqu'un qui est au RSA, qui n'a pas de voiture, dans une zone rurale où il n'y a pas de transport en commun? C'est compliqué. Donc vous voyez, il n'y a pas de solution idéale. Bien évidemment, dans certains cas, on pourra faire des programmes pour un certain logement aidé dans les zones rurales. Mais ce qu'on regarde aussi, c'est est-ce qu'il y a tout l'à côté, parce qu'il n'y a pas que le logement. Et donc, d'aller bâtir quelquefois des programmes de logement aidé dans des zones rurales ou très rurales, ça peut ne pas rendre service à la personne, parce que s'il n'y a pas de moyens de locomotion, de transport en commun, etc., derrière, la personne, elle ne pourra pas soit garder son emploi, soit... Donc, le sujet, il est assez compliqué, et voilà. On a essayé de résumer les situations particulières. Il y a plusieurs cas de figure. Mais moi, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant votre étude, parce que ça permet effectivement de balayer certains cas de figure, et puis aussi de voir, moi je suis étonné de la statistique sur le CAUE, parce que souvent on a l'impression que le CAUE n'est pas suffisamment connu, et finalement il l'est des maires, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, il faudrait que les 74% qui n'ont pas répondu répondent. Voilà. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est très intéressant, ça donne des pistes de réflexion, mais effectivement, le sujet il est très large. Comme on pourrait dire aussi, quand je parle des recours, je suis désolé, je vais le dire parce que j'essaye d'être le plus honnête possible, mais dans la réglementation, quand on fait échouer un projet de logement collectif dans une commune qui n'a pas atteint son objectif de logements sociaux parce qu'il y a la suspicion d'un salsifis, machin, etc., voilà, même si la protection patrimoniale, naturelle est très importante, il y a quelquefois aussi un peu comme on dit, des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut protéger les espèces protégées, mais quand ça a comme conséquence d'empêcher la construction de logements pour la population, c'est pas évident. Il faut essayer de concilier tout ça, et c'est pas toujours facile. Et ça, c'est le millefeuille administratif dont on parle régulièrement. Et le besoin de simplification qui est attendu par tout le monde, et par l'administration en premier.
Merci pour votre réaction. Est-ce que quelqu'un, peut-être dans la salle ou à la tribune, monsieur le maire, voulait réagir Dominique Rabel, je ne sais pas. Non, c'est pas une obligation. Hein. Il y a des questions, enfin des questions, des réactions dans la salle, des remarques? Il y a des questions. Non. Oui, une réaction. Je crois qu'il n'y a pas. Enfin, il y a sûrement des choses plus complexes, mais le logement, c'est un des sujets les plus complexes qu'on puisse avoir actuellement. Et dans notre territoire, où vous le dites, monsieur le sous-préfet, on a beaucoup de réglementations, c'est vrai. On arrive quand même à s'en sortir. Dans les logements sociaux, chaque personne, quand il entend logement social, est terrifié, alors que 75% de la population française peut être logée en logement social. Le logement social va effectivement du très social au logement pratiquement à loyer libre. Tout le monde peut aller dans un logement social. Et on ne s'aperçoit pas de ça. Et c'est vrai que souvent, on a des recours parce que le mot social est un mot qui fait peur. Donc on a essayé de le changer en loyer abordable, mais il reste toujours ce mot social. C'est complexe parce que c'est très paradoxal. On a du foncier, mais on a aussi le souci de préserver notre foncier. Donc il ne faut pas d'un côté densifier parce qu'il faut laisser des espaces verts, et d'un autre côté il faut densifier parce qu'il ne faut pas gâcher le foncier. Donc tout est très compliqué, et effectivement de réglementation en réglementation, mais on arrive quand même à construire, et vous le savez tous, on y arrive, mais c'est souvent très compliqué. Et tu donnais ton expérience de maire de Rochefort, donc de maire d'une très grande ville que tu as, et d'une très grande communauté. Moi, je suis maire d'une toute petite ville en insulaire, donc je fais partie des 12% de l'île de Léron là. Mais c'est d'une toute petite ville, mais qui passe de 4 000 à 40 000 habitants en été, avec un grand taux de résidence secondaire. Et on ne s'aperçoit pas non plus des effets pervers de certaines lois. Une loi qui pour moi était extrêmement importante, interdiction de louer des logements en catégorie G, enfin les catégories pour les performances énergétiques, interdiction de louer à l'année ces logements. C'est une très bonne chose. Pourquoi louer une passoire énergétique? C'est inadmissible de le faire. Donc moi j'étais tout à fait favorable. Sauf que dans nos communes littorales, les gens ont été mis dehors de ces logements pour les transformer en logements saisonniers, parce que les logements saisonniers n'avaient pas la même obligation. Donc on a mis dehors des gens logés à l'année pour pouvoir loger pour pas faire les travaux de ces logements. Et donc il faut toujours, on est obligé de réfléchir à chaque fois qu'on prend une décision. Il y a quelque chose qui derrière devient contraire. Donc on n'est pas sorti. Merci, Mme Rabel. Donc, si, il y a une main qui se lève. Je viens avec vous. Je viens vers vous. Vous vous présentez, et puis une question rapide. Bonjour, Christian Brunier, maire de la commune de Le Tout, en Aunis-Sud. Bon, on se connaît avec Dominique notamment, avec monsieur le sous-préfet aussi. Moi, je veux dire que je suis un maire détendu. Je veux dire par là que je suis en zone détendue, en zone non tendue, et ce qui me pose problème, parce que moi j'ai une demande très forte de logement social, et on travaille notamment avec les organismes sociaux. On a créé par exemple 2 OAP chez nous, dans lesquels on doit mettre 12 logements sociaux sur chacun d'eux. Le souci, c'est que, j'ai eu le directeur de la DTN par l'intermédiaire de monsieur le sous-préfet il y a 2 ou 3 mois. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on nous oblige, on pourra faire 12 logements sociaux, d'un côté, et 12 sur un autre lotissement, mais on n'a pas d'agrément. Donc ce qui fait que les lotissements sont pleins, sauf 2 espaces qui restent en friche. Voilà, des espaces pour faire 2 fois 12 logements sociaux. Donc je pense que c'est des choses qu'il faut revoir, sachant que moi je suis à 13 km de la mer, 1 km à 15 minutes de La Rochelle en train, puisqu'on a une gare sur la commune du Tout, TER.
un arrêt TER, et puis on est à un quart d'heure de Rochefort par la D5. Donc je pense que là, il y a des choses qu'il faudrait revoir. Alors on nous a accordé, après forte demande, que Aigrefeuille et Surgères sont reconnus en zone tendue, mais on sait très bien, et j'ai une dame que je vois ici qui m'avait dit lors du conseil de la refondation, que nous étions une des zones les plus tendues du département. Donc je pense que là, je m'adresse aux responsables qu'il faut revoir un petit peu cette chose. Mais justement, je rebondis, et j'ai en tête ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur le sous-préfet, mais je rebondis justement parce que suite à l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, idéale, parce qu'en fait, c'est aussi les agréments, ils sont aussi donnés en fonction de la qualification par l'État, par les services de l'État qui vont dire c'est une zone tendue, c'est pas une zone tendue. Il y a justement un vrai débat aujourd'hui avec les auteurs de cette étude et avec les services de l'État qui sont chargés de venir qualifier si le territoire est tendu ou pas tendu, parce que visiblement il y a des trous dans la raquette, en tout cas il y a des situations qui ne sont pas prises en compte. Donc ces choses-là devraient visiblement évoluer, d'autant que ce travail sur les données réalisé à partir de Le Bon Coin va être poursuivi, actualisé, avec des zooms très précis, notamment sur les types de logements, les typologies et les niveaux aussi de loyer ou d'achat, puisque ça devrait aller plus loin. Donc vous confirmez en fait ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'un territoire qui est a priori considéré comme détendu a besoin aussi d'avoir des logements abordables. Et on en fait 100 demain, ils sont remplis à pas de main. Hein. Ça, c'est pas un souci, on a des demandes quotidiennes. Et je suis d'accord avec monsieur le sous-préfet quand il dit qu'il ne faut pas en faire partout, mais c'est vrai qu'il y a une commune comme la nôtre qui est en grosse croissance, avec des commerces, des médecins, etc. Donc je pense que là, c'est tout à fait le lieu où on peut les faire. Merci pour votre témoignage. Oui, monsieur Hertz, c'est ça le DDTM, comme on dit. Alors, présentez votre acronyme en complet. La DDTM, enfin, je pense que tous les élus et toutes les personnes qui sont à la salle connaissent parfaitement. Il n'y a pas que les élus dans la salle. La direction départementale des territoires et de la mer, et on a effectivement dans notre portefeuille de compétences la mise en œuvre des politiques du logement sur l'ensemble du territoire. Alors, il y a le logement locatif social dont on parle beaucoup, mais il y a aussi le parc privé avec la délégation territoriale de l'ANA, avec des chiffres absolument extraordinaires sur l'année 2024, puisqu'on a engagé 39,1 millions d'euros à l'échelle de la délégation territoriale, ce à quoi il faut ajouter normalement tous les dossiers MaPrimeRénov', où là aussi il y a eu un carton qui a été fait au niveau national et au niveau local. Mais donc ça montre une vraie dynamique, et quelque part ça ne fait qu'illustrer les besoins de chacun de nos concitoyens sur le territoire qui est le nôtre, avec des besoins de remise à niveau des logements, de réhabilitation, d'amélioration du confort, d'équipement pour que aussi nos aînés puissent rester le plus longtemps possible dans les logements. Donc on voit les nombreux enjeux auxquels on répond aujourd'hui. Pour revenir sur le logement locatif social, il faut avoir en tête qu'il y a déjà deux choses. Déjà aujourd'hui, la question de zone tendue, zone détendue, ou plutôt zone tendue, zone moins tendue, c'est une vraie question qui se pose au niveau national. On a les zonages A, B, C, qui en fait guident une partie de la programmation, et ces zonages, on sait très bien qu'ils sont imparfaits. Et j'en veux pour preuve qu'il y a eu des décrets récents qui ont fait évoluer le zonage et qui ont permis à un certain nombre de communes d'être reclassées. L'approche, elle a été faite de manière statistique, d'accord, parce qu'il fallait bien caler un référentiel. Mais on sait très bien, en fin de compte, que ceci est totalement imparfait, et la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, la DHUP, au sein du ministère de la Transition écologique, s'interroge sur un mode de faire pour justement rebattre les cartes et avoir une définition de la tension sur les territoires qui soit au plus près de la réalité vécue par les territoires. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Ce travail, avec une année 2024 qui a été un petit peu chahutée, donc ce travail qui avait été amorcé en fait 2023 et puis tout début 2024, donc pour l'instant il a été mis en suspens, mais ça reste un sujet d'actualité et un sujet lié à la politique publique du logement social. Ensuite, très concrètement, sur le territoire de Charente-Maritime, comment ça se passe ? Il y avait effectivement une, je dirais, discrimination des territoires en fonction de niveau de tension. C'était les zones A, B, C. Je vais aller rapidement, je vois qu'on fait des signes à la fin. Non, c'est à moi qu'on les faisait, mais comme ça, j'y réponds une fois, puis je ne réinterviendrai pas tout à l'heure. Vous gagnez du temps. Donc oui, il y avait un zonage en fait qui avait été réalisé sur le territoire de la Charente-Maritime en utilisant les zonages ABC, les secteurs SRU, les communes déficitaires, les communes carencées. Et en fait, en 2024, on a revu ce zonage pour élargir
et l'adapter déjà, en fin de compte, au phénomène de tension. C'est aussi pour ça qu'on a pu avoir du coup des périphéries qui sont passées dans les zones réputées tendues, et l'intégration aussi, par exemple, des petites villes de demain, où les enjeux sont extrêmement forts, puisqu'en fait, on y consolide les fonctions de centralité. D'accord ? Donc, on a déjà fait évoluer le zonage, indépendamment de toute évolution du niveau national. Ça, c'est un premier élément. Et enfin, sachez qu'on aimerait bien en donner beaucoup plus des agréments. D'accord ? Mais en fait, on est limité. D'accord ? Il faut de l'argent à la fois, mais aussi des agréments, parce qu'il y a des agréments en fait, qui ne nécessitent pas, je dirais, d'argent sonnant et trébuchant. Il n'y a pas d'aide directe, c'est des aides indirectes. Tous les logements les logements sociaux ne sont plus forcément subventionnés par l'État. Voilà. Mais sachez quand même que, alors, de fait, ça nous oblige à un moment à faire des choix et à aller mettre les logements et délivrer les agréments là où la tension est la plus forte. 2024, le CRHH, en début d'année, nous avait donné une enveloppe de 2,2 millions d'euros et un peu plus de 900 agréments. Nous avons, au bilan, agréé plus de 1200 logements et engagé plus de 3,3 millions. D'accord ? Parce qu'en fin de compte, on a une vraie dynamique sur ce territoire et à chaque fois qu'on en a la possibilité, on se bat pour aller chercher des dotations supplémentaires. Et pour autant, on n'arrive pas encore à satisfaire l'ensemble des besoins. Il reste donc aujourd'hui un vrai chantier qui est justement ce qu'on fait dans les zones détendues. Aujourd'hui, on ne dit pas non dans les zones détendues, ou dans les zones moins tendues. Vous discuterez avec monsieur le maire. Mais je lui ai dit, on ne dit pas non. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait d'abord passer les territoires réputés prioritaires, là où la pression est la plus forte et là où les besoins s'expriment avec le plus d'acuité, en fonction de la dotation qui est la nôtre. Il y a d'autres formes aussi de logements qui peuvent être abordables sans être forcément du logement social, comme vous le rappeliez. Exactement. Et notamment dans le parc privé, avec le conventionnement ANA. Tout à fait. On m'a fait signe d'aller vite, donc s'il y a encore une remarque ou une question, c'est maintenant, sinon on embraye, on enchaîne. Oui, je vois une main. Une main, Flore, s'il te plaît, très rapidement, parce que là on a bien dérapé. C'est ce qu'on appelle avoir bien dérapé. Oh, pas tant que ça en fait. Si, pas mal. Si, pas mal. Bonjour et désolé pour... Est-ce que vous pouvez vous lever, vous présenter et parler d'une voix claire et profonde qu'on vous entende? Bonjour. Ah, super. Je suis Anne-Laure Poulain, j'ai une activité où je développe une activité de maîtrise d'œuvre et ma question aujourd'hui va être liée à mon territoire. Je suis sur le territoire de les Hauts-de-Saintonge qui a assez peu répondu au regard du nombre de communes qui la composent, si j'ai bien compris. Et j'aurais voulu savoir quel était l'impact de l'hétéroclité du territoire aujourd'hui sur cette étude au regard... L'impact, pardon ? D'avoir un territoire hétéroclite avec, on l'a dit tout à l'heure, un sud et un est qui est très différent et une population qui est très différente et des besoins qui sont très différents sur cette étude. En essayant de voir en fonction de combien de personnes... On se voit tout à l'heure au cocktail, parce que là, on ne va pas avoir le temps, il faudrait que je me replonge dans les chiffres, et on en parlera tout à l'heure. Enfin, la question est parfaitement intéressante et justifiée, mais on ne va pas pouvoir la traiter maintenant. On n'a plus de remarques, plus de questions? Non, c'est bon. Et donc, je vais vous remercier, messieurs, madame et messieurs, pour vos mots d'accueil et vos réactions. Et on va...